Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle semaine sur Nyon Région Télévision. Voici la quotidienne du lundi 9 novembre. En plateau aujourd'hui, on fait le point sur la situation sanitaire au GOL avec la docteure Mallory Moret-Beauchâtet, médecin-chef co-responsable, avec elle également Olivier Cochereau, directeur des soins du GOL. En sport, et c'est une bonne nouvelle, le Trélésien est le meilleur plongeur du monde en apnée mondiale de l'année grâce à ses deux nouveaux records de Suisse réalisés lors d'une compétition en Égypte. Le moine Loïc Vumain s'est emparé de la première place au classement général de la discipline. En culture, rencontre avec les sœurs Grosbetti, Olivia et Rebecca, les deux sœurs qui ont emmené la TAP Compagnie Or sur le plateau de la France à un incroyable talent. La troupe de claquettes nyonnaise a su convaincre le jury par leur bonne humeur, leur énergie et leur professionnalisme. Nous faisons le point sur l'évolution de la crise sanitaire en plateau avec nos deux invités. Mallory Moret-Beauchâtet, bonjour. Merci d'être avec nous. Je le rappelle, vous êtes médecin-chef co-responsable du service de médecine. Avec nous également Olivier Cochereau, directeur des soins. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, quelle est la situation à l'hôpital de Nyon ? Alors la situation aujourd'hui, on est en phase critique, je dirais, et vous verrez dans les chiffres. On est venu donc il y a 3 semaines à peu près, puis on discutait justement de ces patients qui étaient hospitalisés au niveau de la population. Ces patients-là, qui sont maintenant à 10 jours à peu près et qui se péjorent et qui ont besoin d'une assistance respiratoire et qui vont donc aux soins intensifs. Et là, ça se complique parce que ça devient critique, parce que ça demande une expertise professionnelle un peu plus importante, avec des collaborateurs évidemment dans cette compétence-là. Et puis ça demande aussi, aujourd'hui, on a à notre maximum des soins intensifs, donc ça demande à ce qu'on ait une autre structure qu'on a mis en place vendredi. Et toujours avec des collaborateurs et des expertises médicales, évidemment, qui vont avec. Alors, en 2 semaines, le nombre de patients en soins intensifs a doublé. On peut le voir dans les chiffres. Vous êtes passé de 4 à 8 patients. Vous nous dites que ça implique une nouvelle structure. Qu'est-ce que ça implique, docteur Mallory Moret-Beauchâtet ? Alors effectivement, on a fait ce que tous les hôpitaux ont fait, c'est-à-dire une montée en puissance. On a créé des lits qui habituellement n'existent pas dans des endroits qu'on avait déjà expérimentés au mois de mars. Donc avec là aussi un peu plus d'expérience et un peu plus d'efficacité à la mise en route de l'ouverture de ces lits. Donc ça veut dire qu'habituellement on a 6-7 lits aux soins intensifs de l'hôpital de Nyon. Aujourd'hui on a doublé notre capacité, plus ou moins selon le personnel qui est présent. Là où on a des restrictions, en fait, c'est par rapport au personnel, comme dit Olivier, qui peut prendre en charge ces patients. C'est pas le tout venant de soignants qui peut s'occuper de ces patients qui sont graves et qui ont du matériel un petit peu spécialisé autour d'eux. Et là, on le voit aussi, j'imagine que c'est compliqué, puisqu'au niveau des chiffres, le nombre de collaborateurs en quarantaine est passé de 20 à 25. Aujourd'hui, j'imagine peut-être même un peu plus. La case est vide. Qu'est-ce que ça veut dire ? La case est vide parce qu'on attend encore que les cadres nous disent et que les collaborateurs nous appellent. Mais effectivement, là, ça devient un petit peu compliqué parce que médecins, soignants, professionnels aussi de l'entretien sont en quarantaine. Et du coup, l'hôpital a du mal à fonctionner comme d'habitude. Donc forcément, vous avez pu bénéficier du renfort depuis aujourd'hui, je crois. Exactement, on a eu la bonne nouvelle vendredi soir. On a 5 personnes de l'armée qui sont arrivées à l'EMS aussi, les Jardins du Léman à Rolle. Et puis on a 7 personnes qui sont arrivées ce matin pour Nyon, donc qui vont travailler ensemble et puis s'organiser pour être là en tout cas toute la journée jusqu'à 21h, qui vont nous permettre de faire des transports patients, de faire des petites mains, j'ai envie de dire, pour les différents services. Et ça, c'est une grosse aide qu'on avait eue déjà à la première vague. Est-ce que vous avez dû transférer des patients dans d'autres hôpitaux comme c'est le cas ailleurs ? Alors on a dû le faire. Un cas, c'était pour des raisons de plateau technique qu'on n'avait pas à Nyon, qu'on a dû transférer dans un hôpital universitaire. Plateau technique ? Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que les patients aux soins intensifs, ils peuvent être reliés à une machine pour les aider à respirer. C'est ce qu'on appelle la ventilation mécanique. On en a beaucoup parlé ces derniers mois. Quand cela ne suffit plus et que le patient est éligible pour une thérapie qui est encore plus lourde, on le transfère en milieu universitaire pour qu'une machine remplace la fonction de ses poumons. Ce qu'on appelle l'ECMO, qui est une machine de circulation extracorporelle qui nécessite une prise en charge exclusivement universitaire. Donc un de nos patients a été transféré pour bénéficier de cette thérapie et on a dû transférer
transféré un autre patient ce week-end parce qu'il manquait de place aux soins intensifs de l'hôpital de Nyon. Après, tous les jours, on essaye de faire des sorties, on fait des transferts à l'interne aussi pour garantir la prise en charge en toute sécurité et de manière adéquate à toute la population nyonnaise. Comme vous le savez, il existe des places dans les soins intensifs suisses. Donc nous ne sommes pas dans une situation de triage, hein. On a entendu beaucoup parler de ça ce week-end passé. On n'en est pas là, ça veut dire qu'on ne choisit pas les patients qui vivent ou qui meurent, même si ce n'est pas toujours nous qui choisissons, mais disons, on n'est pas du tout là parce qu'il existe encore des places dans d'autres hôpitaux. Après, effectuer un transfert d'un patient intubé, ventilé, c'est toujours quelque chose de compliqué qu'on doit préparer avec soin et bien choisir notre patient. Olivier Cochereau, comment ça se passe ces discussions? C'est des discussions, des négociations? Comment ça se passe? Alors les négociations, elles se font plus au niveau des médecins hein, pour ces transferts. Madame la docteuresse Beauchâtelet peut vous en parler un petit peu mieux que moi. C'est vrai que nous, on en parle au niveau d'une cellule de coordination qu'on a mis en place au niveau de l'hôpital, avec des médecins, avec des personnes qui organisent et qui sont dans les services, pour se dire aujourd'hui, est-ce qu'on a les collaborateurs qui suffisent? Est-ce qu'on a l'expertise qui suffit? Et si oui ou sinon, est-ce qu'on peut se permettre de transférer ces patients? Voilà, On a pu lire également dans la presse que les autorités étaient parfois jugées trop alarmistes. Aujourd'hui, on vous entend, la situation est critique. De quel œil est-ce que vous voyez tout ça? Les décisions ont été prises trop tard. Aujourd'hui, il faut faire plus. Comment vous analysez-vous la situation en tant que médecin? Moi, je préfère être à ma place qu'à celle des autorités politiques. Vraiment, je pense que leur travail est excessivement difficile. Ils sont sous feu des critiques en permanence et ils peuvent que juger des bonnes décisions a posteriori. Donc, on est toujours plus malin a posteriori. Donc, moi, je ne juge pas du tout ce qu'ils font et je pense qu'ils le font au mieux de leurs compétences et des conseils médicaux, scientifiques qu'ils ont autour d'eux. Je pense que la Suisse a montré qu'elle était capable d'encaisser la première vague. Elle va être capable d'encaisser la deuxième. On travaille tous pour. Tous les soins intensifs, tous les hôpitaux de Suisse ont augmenté leur capacité et font en sorte qu'on puisse accueillir tous ces patients dans des conditions qui sont vraiment excellente à l'heure actuelle. Vous me parlez en arrivant qu'on pourrait même avoir une 3e, 4e vague. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va devoir vivre éternellement avec ce virus tant qu'il n'y a pas de vaccin? Alors, pas éternellement parce qu'on espère tous un vaccin dans le courant de l'année prochaine, effectivement. Mais c'est vrai qu'on a vu que le premier déconfinement a mené à une reprise de la transmission du virus entre les individus. Donc, effectivement, on peut s'attendre, une fois que cette deuxième vague sera terminée, s'il n'y a pas de vaccin durant les mois qui suivent, à une reprise de transmission du virus et de nouveaux cas hospitalisés. Probablement qu'on va apprendre de ce qui s'est passé entre la première et la deuxième vague d'un point de vue de la transmission et qu'on va pouvoir peut-être déconfiner de manière peut-être plus stratégique, de manière peut-être moins rapide. Enfin, ça, je laisse aux autorités le soin d'en juger pour éviter que la deuxième vague que la 3e ou 4e vague soit aussi haute que la deuxième. Parce que s'occuper des patients malades, on le fait toute l'année, hein, donc ça, c'est pas un problème. S'il y a une 3e vague qui est moins importante que la 2e, on le fera dans des conditions qui sont habituelles, je veux dire. Aujourd'hui, Olivier Cochereau, est-ce que... on a l'habitude de vous voir sur ce plateau, vous êtes toujours plutôt optimiste aujourd'hui en disant que la situation est critique. J'aimerais savoir dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes finalement? Alors, aujourd'hui, c'est vrai, quand on parle, si on parle de 3e, de 4e vague, c'est un peu compliqué. J'ai envie de dire, les épaules, elles s'effondrent un peu. C'est vrai qu'on sent, de la part de nos collaborateurs aussi, qu'on est lassé. On est vraiment lassé de cette situation. Alors, on est là, on est présent et on les remotive. C'est ce qu'on disait la dernière fois, mais c'est vrai qu'on est lassé. À savoir que ces chiffres qu'on montre, c'est les patients qui ont la Covid. Ça veut dire qu'il y a tout le reste des patients aussi, qui sont aussi aux soins intensifs, qui n'ont pas le virus et dont on doit s'occuper. Et on repasse encore une fois le message, il faut vraiment venir à l'hôpital. On est là, c'est certes, mais on a quand même l'énergie et on est quand même là évidemment pour ça. Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile aujourd'hui. Médecin, j'imagine que vous collaborez aussi avec peut-être des psychologues. Vous avez peut-être des petites astuces, des conseils que vous mettez en pratique? Alors effectivement, on a déjà dans l'hôpital, on a une cellule de soutien psychologique à laquelle on peut faire appel pour les collaborateurs, pour les médecins, enfin pour tout soignant. Et puis l'idée c'est que les responsables, les cadres soient les plus motivés, les plus positifs et les plus présents. C'est ça qui est important. Le conseil c'est de faire une chose après l'autre, un jour après l'autre et de ne pas céder à la panique, ça ne sert à rien. On a les moyens, on a l'argent en Suisse, on a des lits. Pour l'instant, la situation est critique parce qu'elle l'est, selon les chiffres et selon le mode de fonctionnement des hôpitaux habituels, mais elle ne l'est pas dans le sens où les patients sont pris en charge de façon tout à fait optimale en Suisse romande, en Suisse alémanique et partout en Suisse.
Donc à la maison, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'eux également, n'hésitez pas. Et puis on m'a transmis une question. Est-ce qu'on peut attraper le Covid une deuxième fois ? Alors ouais, c'est une bonne question à laquelle même les scientifiques n'ont pas la réponse. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des patients qui ont été Covid positifs, qui ensuite ont été Covid négatifs, puis de nouveau Covid positifs. Et on ne sait pas encore si ce deuxième positif est une nouvelle infection, ou alors si le négatif entre les deux tests était en fait un faux négatif et qui était un test qui était mal fait, mal interprété. Voilà. Donc en fait, je ne peux pas répondre à cette question et pour l'instant, on ne peut pas dire que ça n'existe pas des réinfections au Covid. Docteur Mallory Moret-Bouchatet, Olivier Cochereau, merci beaucoup d'avoir été avec nous et courage à vos équipes. Merci beaucoup. Immersion en Égypte avec le moine apnéiste Loïc Vuillemin qui sort de sa deuxième compétition en apnée. Loïc, tu es arrivé deuxième lors de ta compétition en Égypte il y a de cela 10 jours. Est-ce qu'on peut dire que tu as la forme de ta vie ? Je suis en bonne forme, ouais. Alors la forme de ma vie, j'espère qu'elle est encore à venir, mais j'étais en bonne forme, ouais. Tu as battu 2 records nationaux, le record en immersion libre à 85 mètres et le record en bipalme à 83 mètres. Tu as réalisé juste 2 performances incroyables le week-end dernier. C'est des bonnes performances, ouais, avec des scores honnêtes qui sont juste un tout petit peu plus élevés que les maximums que j'avais enregistrés avant. 1 mètre de plus pour l'immersion libre et puis 3 mètres ce coup-là pour bipalme. Je suis content, c'est des bons scores, ouais. Au-delà de 80, ça commence à être sérieux. De quel score, de quel record es-tu le plus fier ? En fait, je suis content dans ces 3 records qui soient à peu de choses près dans les mêmes profondeurs, 83, 85, 85. Et le record dont je suis le plus fier, c'est ceux qui sont encore à prendre. Alors justement, il y a 4 disciplines en plongée, en apnée. Tu as déjà 3 records nationaux. Il t'en manque plus qu'un. C'est le record sans palme. Il est à 67 mètres. Et ça, c'est un objectif aussi. Ouais, c'est un objectif important. Le sans palme, c'est une discipline technique qui est plus difficile que les autres. Et je peine encore un petit peu à progresser dans cette discipline. Donc, je me réjouis de m'y mettre plus sérieusement puis de découvrir quelques aspects de l'apnée profonde que je ne connais pas encore très bien, quoi. Ouais, cette discipline de laquelle tu ne détiens pas encore le record, c'est une discipline, c'est la plus simple au final, hein, celle où on n'a aucun objet pour s'aider, on doit descendre. Voilà, c'est ça, on descend à la brasse et puis on remonte à la brasse. C'est beaucoup de groupes musculaires qui fonctionnent en même temps, les jambes, les bras, ça va pas très vite, donc c'est très technique comme discipline. J'aime beaucoup, mais effectivement c'est la plus simple, c'est la plus pure comme les gens aiment bien dire. Tu es un plongeur en apnée très complet. La preuve, hein, tu es premier du classement AIDA, c'est-à-dire que cette année, tu es tout simplement le meilleur plongeur en apnée mondial, toutes catégories additionnées en fait. Oui, alors à ce jour, oui. Maintenant, ça se peut très bien qu'il y ait d'autres compétitions qui se passent avec quelques champions qui sortent un petit peu de chez eux, parce qu'on les a pas beaucoup vus cette année. Mais pour le moment, ouais, je suis en tête de classement. Je suis très content, j'ai bossé pour. Hein. Il y a encore quelques compétitions, tu disais, mais pour toi, c'est fini. Comment expliquer ça ? Ouais, avec un petit jeu de mots, l'apnée, ça passe beaucoup par la recherche de fonds. Et malgré mes performances, les fonds me manquent encore pour participer à toutes les compétitions que je voudrais. C'est différent d'un club où le club paye pour les inscriptions. Là, il faut tout payer de sa propre poche. Et puis, c'est pas mon marché, quoi. C'est la loi des sports peu médiatisés. La suite de tes objectifs, on a parlé de ce dernier record national qu'il te manque. Tu as aussi un autre objectif qui te titille, c'est plonger jusqu'à 100 mètres de profondeur. Oui, c'est vrai, 100 mètres, c'est la profondeur mythique. Quand une fois j'ai rencontré un photographe célèbre et puis je lui dis comme ça, moi je suis le moine le plus profond du monde. Et il me dit à combien vous plongez? Et je dis 50 mètres, c'était il y a longtemps, hein. 50 mètres. Et il me dit t'es à mi-chemin. Et ça m'avait pris au cœur. Flûte, je suis pas crédible, mes performances sont pas crédibles. 100 mètres, c'est
Bon, les gens aiment bien dire ça, il y a moins de gens qui sont allés à 100 mètres de profondeur en apnée que de gens qui sont allés dans l'espace. Il y en a combien de gens qui sont allés à 100 mètres de profondeur? Alors, je ne sais absolument pas, et je ne sais pas non plus combien de gens sont allés dans l'espace. Bon, en tout cas, on te souhaite de rejoindre cette liste très minime où peu de gens sont encore allés. Merci beaucoup, Loïc, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci beaucoup à vous. À bientôt. La TAP Compagnie Or a fait son passage mardi dernier lors de la France a un incroyable talent. Les Nyonnaises Olivia et Rebecca Grobetti ont su convaincre, accompagnées de leur troupe de 25 jeunes. Reste à savoir si elles seront convoquées lors des prochaines demi-finales. Le verdict devrait tomber d'ici le 24 novembre prochain. Combien de personnes disent « j'ai participé à Incroyable Talent » en plus en 2020, Oui. de toutes les années. Donc voilà, on est super heureuse d'avoir pu vivre cette expérience. Et je pense aussi, pour les élèves, une expérience absolument inoubliable et on la revivra jamais. C'était incroyable. C'est le moment de les voir fond sur scène. Le rideau s'est baissé. Et là, c'est nos élèves qui se placent sur scène. Et on était dans des coulisses séparées, donc on n'était pas ensemble. Et personnellement, j'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure. Je me disais, oh mon Dieu, ça commence, on ne peut plus rien répéter, ça y est. Tout ce qu'on avait prévu, ça s'est passé comme on avait prévu. Donc nous, on était hyper contentes de notre prestation et de la prestation des élèves aussi. Et au niveau énergie, ils sont vraiment donnés à fond. Et notre grande crainte, c'était éventuellement un buzzer rouge. Et maintenant, on a le droit de dire qu'on ne s'est pas fait buzzer rouge. Donc déjà, le soulagement de faire la chorégraphie de A à Z. Ce qu'on voulait faire, c'était donner une image super jeune et fun et colorée et des claquettes. Et je crois que c'est vraiment ce qui s'est dégagé, enfin j'espère. Il y a plusieurs jurys et puis même tout le public quasiment qui était debout en train de danser à partir du milieu et jusqu'à la fin de notre numéro. Alors, le verdict du jury, il était un peu, on va dire, moitié-moitié. C'est-à-dire qu'on a eu des commentaires super positifs, surtout de Hélène et Marianne, qui ont vraiment adoré ce qu'on a fait. En fait, le petit bémol, c'est que on a l'impression que les juges, à part Hélène Ségara, ils n'ont pas compris qu'on était les trolls. Je pense qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et en fait, ils ont même... Je ne sais plus qui c'est qui a dit qu'on était des Teletubbies. Sugar Sammy, il n'a pas du tout accroché justement avec les perruques. Et pareil pour Eric Antoine, il a plus aimé justement la partie où on est rentré avec les méchants et que l'atmosphère de la chorégraphie changeait. Et du coup... on a eu 3 oui et 1 non. Donc, c'est Sugar Sammy qui a donné le non. Et puis, les 3 autres juges nous ont dit oui. Donc, je dis oui. Vous êtes qualifiés pour la prochaine étape. On se retrouve pour les délibérations. Merci, au revoir. Et pour nous, c'est super d'avoir eu cette visibilité, parce qu'avec les claquettes, c'est difficile des fois d'avoir un peu une médiatisation et d'avoir cette énorme plateforme avec autant de gens qui ont vu notre performance. Je dirais, moi, je suis trop contente, tellement contente d'avoir pu partager notre passion avec autant de gens. Et puis, avec un peu de chance, on va inspirer des jeunes à commencer les claquettes. C'est tout pour cette quotidienne du lundi 9 novembre. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme. À demain.